Bonjour à toutes et tous. Alors j'ai mon téléphone en anti-sèche. Ça me sert aussi à suivre des questions s'il y a sur le live stream en direct. Et je sais qu'il y a déjà une question sur pourquoi est-ce que c'est un homme qui parle de la présence des femmes dans la filière. Étonnant. Cette étude qu'on va vous présenter aujourd'hui, qui est une première sur le périmètre qu'elle couvre, c'est le fruit d'un travail commun avec plusieurs personnes et surtout une personne que je voudrais remercier sans qui cette étude n'existerait pas. C'est Leila Bello, donc une femme, qui a fortement contribué à la réalisation, en plus de toute l'unité égalité Europe du CNM, plus la direction des études, donc merci tout le monde. Je n'ai pas de petit bip pour passer mes slides. C'est bon, excusez-moi. Alors, cette nouvelle étude, elle a deux objectifs. La première, c'est de faire un état des lieux de la présence des femmes dans la filière musicale, que ce soit dans le live, dans la musique enregistrée, dans l'emploi artistique, technique, emploi intermittent, emploi permanent. Elle utilise aussi d'autres données qui sont produites par d'autres organismes de la filière, qui travaillent aussi sur cette thématique-là. Le deuxième objectif de l'étude, c'est de soulever des questions méthodologiques qui sont complexes, parce que étudier la présence des femmes dans la filière nécessite d'avoir des données, et nous sommes dépendants, dans la plupart des cas, des données qui sont remontées par les porteurs de projets dans le cas des aides, les déclarants aux organismes de gestion de répartition des droits pour la production phonographique, par exemple, ou les déclarants de la taxe pour les données issues du live. Donc il y a vraiment un enjeu à sensibiliser les acteurs de la filière pour la remontée d'informations. C'est un premier état des lieux qui donne une photo à un instant T, mais à l'avenir, ce travail sera renouvelé chaque année pour mesurer l'impact des changements en cours dans notre secteur. Et du coup, les différents périmètres qui sont couverts dans l'étude, c'est à la fois le live avec un échantillon assez conséquent de plus de 8500 entités artistiques. Quand on parle d'entités, c'est soit un ou une artiste en solo ou une formation, un groupe. Pour la production phonographique, la musique enregistrée et la diffusion des titres dans les médias en streaming, c'est un panel de plus de 25 000 titres qui sont produits en 2021. Et les top 1000 des titres les plus diffusés dans les médias et dans des plateformes comme Spotify, Deezer, Apple, etc. Pour l'emploi, ce sont des données issues d'audience sur 4 champs conventionnels qui regroupent la filière musicale, donc l'édition phonographique, l'édition musicale, le spectacle vivant privé et le spectacle vivant public. Et enfin, pour les projets aidés, on a utilisé un échantillon d'un peu plus de 1300 dossiers sur des aides au projet, que ce soit dans le live, dans la production phonographique, la bourse auteur, autrice, compositeur, compositrice et le programme musique à l'image. On va tout de suite passer sur le live. Donc les chiffres ont un peu été spoilés tout à l'heure, donc je vais aller un peu plus vite. Sur un peu plus de 8000 entités artistiques diffusées en 2019, qui est la dernière année normale de diffusion avant Covid, on compte 17% de leads féminins sur l'ensemble de la diffusion pour 62% de leads masculins. Et ça, c'est une tendance qu'on observe à la fois sur la totalité de la diffusion et comme sur le top. Donc c'est une tendance vraiment structurelle. Si on prend le top 10 des artistes les plus diffusés en 2019, on a 2 femmes. Si on prend le top 50 des artistes les plus diffusés en 2019, on doit rajouter 7 femmes, si je compte bien les points orange. Et sur le top 100, on rajoute encore 7 femmes, donc on a 16% de leads féminins dans le top des spectacles les plus diffusés en 2019. Au-delà de ce chiffre, ça mérite d'aller un peu plus dans le détail et de regarder comment ça se passe en fonction des typologies de lieux. Ce qu'on observe, c'est qu'entre les plus petites jauges, entre 0 et 100 personnes en moyenne par spectacle,
et les plus grandes jauges, les stades, les arénas, plus de 6000 entrées générées par spectacle, la part du lead féminin est divisée par 2. On passe de 22% de lead féminin dans les petites jauges à 11% dans les plus grosses salles. C'est donc dans les petits lieux que la part du lead féminin est la plus élevée, pas forcément paritaire, puisqu'on n'a pas encore atteint le 50%. Et c'est d'autant plus important, puisque la moitié des spectacles qui sont diffusés sur une année le sont dans des lieux de petites jauges qui réunissent moins de 200 personnes. Donc dans les cafés-concerts et culture, on a une part du lead féminin à 27%, par exemple. Donc on est un peu au-dessus de la moyenne pour les petites jauges ici. Dans les 17 zéniths, ce chiffre tombe à 11%. Si on regarde les esthétiques, les différentes études qui peuvent exister dans la filière fonctionnent souvent sur une seule esthétique en particulier, sur le jazz, sur la musique classique. Ici, on a une vision un peu plus globale sur le champ de perception du CNM, donc musique actuelle et variété. Et ce qu'on remarque, c'est que par rapport aux 17% de lead féminin qu'on évoquait avant, on a 3 esthétiques qui sont au-dessus de cette moyenne. Ce sont la chanson, variété, le jazz et les musiques du monde. Il y a 3 esthétiques qui sont en dessous, voire très en dessous de cette moyenne de 17% évoquée tout à l'heure. C'est le rap, les musiques électroniques et le style pop rock qui fait l'agrégation de tous les styles de rock, dont le métal notamment. Alors, il y a des caractéristiques inhérentes à chaque esthétique qui font que c'est normal, entre guillemets, de voir le rap avec un taux aussi bas de lead féminin, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'artistes masculins, même s'il y a des initiatives, heureusement, qui mettent en avant les talents féminins sur ces esthétiques-là, et je pensais notamment au dispositif Rappeuse en liberté. Du côté des festivals, si on regarde un peu plus en détail, en France, la part de femmes dans les festivals oscille entre 22% pour des festivals de musique classique et 14% pour des festivals de musique actuelle. C'est assez complexe de comptabiliser la place des femmes dans les festivals quand on a à peu près 200 entités artistiques qui sont programmées sur un seul événement. Donc ça, c'est une étude spécifique réalisée avec Joël Farchi sur un échantillon d'une centaine de festivals emblématiques. Et si on compare avec nos voisins européens, on se rend compte que déjà eux sont un peu plus avancés en termes de méthodo, puisque certains incluent d'autres genres que féminin, masculin, mixte, avec non-binaire, qui est une chose qu'on pourrait éventuellement mettre en place un jour. Mais on voit que la part de femmes dans les festivals allemands, par exemple, est de 15%, donc assez proche de chez nous, et de 22% pour la Belgique, même si l'échantillon de festival est un peu plus réduit. Pour terminer sur le live, si on regarde les projets qui sont soutenus dans le cadre du programme Création, Production, Diffusion au CNM, on a un quart des dossiers qui sont déposés dans ce programme qui sont menés par des leads féminins, pour quasiment la moitié de leads masculins. Donc on a une certaine inégalité dans le nombre de projets qui sont déposés. Par contre, dans les taux de financement, c'est-à-dire la différence entre un montant demandé par un porteur de projet et le montant octroyé par la commission in fine, on est sur des taux assez similaires en fonction des leads, même si on voit un petit écart entre féminin et masculin ici. Sur la musique enregistrée, moins d'un tiers des titres qui ont été produits et commercialisés en 2021, donc ça fait un peu plus de 25 000 titres, sont interprétés par des artistes dont la voix est à tonalité féminine. Alors pourquoi la voix à tonalité féminine ? C'est que la méthode de qualification du genre pour la partie phono est un peu différente de ce qu'on fait pour le live, parce qu'on n'a pas de base de données qui existe avec cette information clairement renseignée. Donc c'est un algo qui passe et qui scanne la voix, qui est testé avec des titres un peu tricky, avec des voix qui sont à mi-chemin entre plusieurs genres. Ça fonctionne en tout cas, et c'est revérifié par des équipes ensuite. Donc on parle ici de voix à tonalité féminine, masculine et mixte.
Si on regarde plus en détail dans les esthétiques, et notamment les 3 esthétiques qui sont les plus produites sur l'année 2021, donc le rap, le rock metal et la variété pop, on voit que la part d'élite féminin dans la variété pop est beaucoup plus élevée, à 32%, alors qu'elle est beaucoup plus basse dans le rap à 5%, et dans le rock metal à 12%. Après la production, c'est intéressant de faire un saut sur la diffusion, donc ce qui est mis dans les canaux et comment c'est diffusé ensuite. Ici, à gauche, vous avez la diffusion dans les médias dits traditionnels, donc TV, radio, le top 1000 des titres et des clips qui sont les plus diffusés sur ces médias-là. Et donc la part du lead féminin sur ces médias-là est de 29% en moyenne sur les titres les plus diffusés, quand en streaming sur un top 1000 des titres les plus diffusés sur Spotify, Deezer, Apple Music, Qobuz et Napster, la part de voix à tonalité féminine descend à 14%. Alors cette différence, elle s'explique aussi à la fois par la structure de la consommation et par des esthétiques qui sont plus ou moins mises en avant en fonction des médias. La part du rap, par exemple, sur un top 200 YouTube, c'est 50% des clips, quand la part du rap en télévision, c'est à peine 20% des clips qui sont diffusés. Pour faire le parallèle sur les projets qui sont soutenus par le CNM, dans le cadre de l'aide à la production d'albums, ici, on peut voir qu'un dossier sur 5 déposé dans le cadre du programme d'aide à la production phonographique, toujours en 2021, est porté par un lead féminin, quand plus de la moitié des projets déposés sont portés par des leads masculins. Le taux est un peu différent pour les albums de musique classique et contemporaine, où la part du mixte est beaucoup plus importante. Et quand on regarde les taux de financement, c'est relativement similaire entre les genres du lead, même si on a quand même un écart entre femmes et hommes, parce qu'on est à 57% d'un côté, et 65% de taux de financement pour les projets portés par des leads masculins. Petit disclaimer ici, d'une part, ce sont des données de 2021. 2021, année exceptionnelle puisque Covid. Donc les taux de financement qui sont présentés ici sont exceptionnels. Deuxième disclaimer, ces données, elles sont déclarées par les porteurs de projets qui nous renseignent ça dans les dossiers. Et donc on est dépendant de la qualité des données qui sont inscrites dans des dossiers qui, nous le savons, sont très longs à remplir, mais qui sont importants pour faire ce type de travail. Et c'est assez encourageant de constater que d'année en année, par exemple quand on commence à regarder les données 2022, on a une qualité de données qui est toujours un peu meilleure par rapport à l'année précédente. Donc c'est important de remplir les dossiers. Merci infiniment, mais continuez à le faire. Peut-être pour finir sur la partie emploi, après la partie spectacle et la partie musique enregistrée. Donc ici, des données qui sont produites par Audience et qui portent sur l'année 2019. Dans la filière musicale, les femmes représentent 40% des effectifs, avec des disparités selon les secteurs d'activité. La moyenne nationale de l'INSEE pour 2019, dans la répartition de la population active, c'est 49%. Ici, c'est 40%. Même si, en fonction du champ conventionnel de l'édition, du spectacle vivant privé, du spectacle vivant public, ce chiffre peut varier avec un chiffre un peu plus important côté spectacle, notamment spectacle vivant public, où on est à 43%, à ceci près que ce champ conventionnel peut inclure des effectifs hors musique, danse, théâtre, art du cirque notamment. Ce 40% d'effectifs féminins dans la filière musicale est intéressant, mais il est très différent suivant qu'on se place du point de vue emploi permanent ou emploi intermittent. Dans l'emploi permanent, alors, il y a une petite erreur ici, les deux couleurs sont inversées. Si la répartition des emplois permanents est relativement paritaire, puisqu'on constate 54% et non pas 46%, 54% de femmes dans les effectifs des emplois permanents, ce qui est plutôt encourageant. On a quand même des inégalités qui persistent
notamment des inégalités salariales qui sont plus marquées pour les CDI, puisqu'on constate une inégalité salariale de 18% entre emploi permanent féminin, emploi permanent masculin, 9% pour les CDD, donc beaucoup plus marqué pour les CDI. Autre inégalité, la répartition du temps partiel, puisque les femmes, peu importe le champ conventionnel, sont toujours plus concernées par le temps partiel que les hommes. Et troisième inégalité, l'accès au poste de cadre, puisque 47% des effectifs féminins ont accès enfin 47% des cadres, pardon, sont des effectifs féminins, même si en une décennie, ce taux a progressé seulement de 4 points. Et donc dans ces inégalités, la plus criante, c'est l'inégalité salariale, d'autant que cette inégalité, elle s'intensifie avec l'âge. Plus on progresse dans une carrière, plus l'écart de salaire est important entre un homme et une femme, jusqu'à un écart de salaire de 32% entre les hommes et les femmes pour des personnes de 55 ans ou plus. Du côté, le constat est vraiment alarmant, hein. Je vais sortir déprimé de cette présentation. La situation est beaucoup plus précaire pour les femmes intermittentes dans la répartition des effectifs. On compte dans l'intermittence technique 37% de femmes et 33% dans l'intermittence artistique. C'est d'autant plus criant que les intermittentes touchent des salaires moyens, donc cachés ou heures, en fonction de technique ou artistique, des salaires moyens qui sont inférieurs à ceux des hommes pour des activités similaires. Donc dans l'emploi intermittent artistique, on a des nombres moyens de cachets qui sont de l'ordre de 22 pour les femmes et 19 pour les hommes, avec un écart de salaire qui ici ne paraît pas vraiment très élevé, puisqu'on a 3%, mais c'est un écart quand même. Mais derrière ce 3% se cache une autre réalité, puisque en fonction des champs conventionnels, édition, spectacle, la réalité varie. Et dans le spectacle vivant, que ce soit privé et public, cet écart de salaire moyen pour les artistes femmes et hommes est beaucoup plus important. L'étude aussi s'attarde sur la pyramide des âges, donc ça veut dire la répartition des effectifs en fonction des tranches d'âge. Si on regarde l'emploi permanent en détail, on voit qu'on a un effet de décrochage à partir de 30 ans. 30 ans pourrait expliquer ce phénomène avec la maternité, puisque l'âge moyen de la maternité est de 32 ans. Et si on regarde du côté de l'emploi intermittent, on voit que qu'importe la tranche d'âge, les hommes sont majoritaires dans les effectifs et que le décrochage, on va dire la fuite du marché, se fait à partir de 30 ans pour les femmes, alors qu'elle se fait à partir de 35 ans pour les hommes. On voit aussi qu'on a très peu de femmes en termes de répartition d'effectifs sur des âges à partir de 50 ans et plus, même si c'est assez encourageant, puisque en 10 ans, la part d'effectifs de plus de 50 ans côté femmes a progressé de 2 points de pourcentage. Youpi. Dans l'étude, vous trouverez aussi des chiffres sur les récompenses, donc la répartition, par exemple, pour les victoires de la musique, victoire générale, classique, jazz, d'autres chiffres sur la gouvernance de certaines organisations professionnelles de notre filière, c'est toujours intéressant, d'autres chiffres qui sont produits par d'autres organismes de la filière, parce qu'il y a beaucoup de choses qui existent, nous ne sommes pas les seuls à produire ce type de travaux. Et vous trouverez aussi des données qui sont sur le classique et le contemporain, même si ce n'est pas le champ de perception de base du CNM, pour la partie live notamment. Donc rendez-vous sur le site. Je crois qu'au niveau du timing, on est bon. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Il reste 30 secondes pour une question.
Alors oui, ici c'est juste le top 1000 des titres les plus consommés, donc en nombre de streams. Et effectivement, en fonction de la ligne éditoriale, des playlists qui vont arriver sur la page d'accueil, la mise en avant par des éditorialistes d'artistes de rap, par exemple, comme ça se fait beaucoup sur certaines plateformes, ça peut faire varier ces chiffres. Donc la recommandation, en un sens, peut avoir un impact sur la mise en avant des différents genres, pour le coup. Mais nous, on a... Je pense que c'est l'intérêt aussi qu'eux prennent conscience sur qu'est-ce qu'ils mettent en avant et qu'est-ce qu'ils exposent aussi.